Qu'est-ce que tu penses que je mette une musique un peu différente, genre jazz, un truc qui change un peu, non? Salut les amis, bienvenue dans Meet and Drink, le format d'interview de Meet and Drink où on reçoit des personnalités de l'écosystème NFT et Web3. Dans cet épisode, on est ravis d'accueillir, j'ai envie de dire, le ref Frenchy, le prince de l'animation des spaces du marché francophone. Avec lui, on revient sur comment fédérer une communauté Web3, les éléments clés pour les animer au quotidien ou au contraire, les choses à éviter pour ne pas qu'elles s'effritent. Allez, place à l'épisode, c'est parti. My dear, I'm crazy for you. I don't know what I should do. Et salut, comment allez-vous? On reçoit aujourd'hui notre ami Frenchy. Déjà, comment tu vas, Frenchy? Écoute, tout va très très bien, très content d'être là, donc on peut pas aller mieux, voilà, tout simplement. Très heureux aussi de te recevoir. Comment tu vas, toi, Devac? Ça va et toi? Et vous? Ouais, très bien. On a une petite nouveauté entre guillemets dans Mint & Drink parce que pour une fois, on n'est pas le matin et pour une fois, du coup, on peut boire autre chose que du café. Et donc, évidemment, toujours avec modération, mais je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer que je vais me déguster une petite bière de mon caviste, la Cave Libération à Nice, pour leur faire de la pub. Parce qu'il a que des produits excellents. Et là, je suis sur une English Pale Ale. Voilà. Je sais pas exactement, je suis pas un très gros amateur de bière, j'apprends avec lui. Mais en gros, ça donne une saveur très peu amère, très fruitée, très sur le houblon. Et ces bières sont juste trop bonnes, quoi. Toujours dans le petit verre, alors, du coup. Dans des canettes, j'adore ça. Oui, ok, ouais. on est sur un packaging de qualité. Ouais. Exactement, quand tu touches, c'est granuleux et tout. Tu sais ce que tu peux faire d'ailleurs? Tu peux retirer l'étiquette et tu peux en faire de la déco. J'ai des potes qui font ça. Donc je la trempe dans de l'eau chaude, j'enlève l'étiquette délicatement et je me fais un cadre avec ça. Et j'avoue, hein, parce qu'elles sont vraiment très belles. Elles sont stylées. Hein. Elles sont toutes comme ça d'ailleurs. Ouais, c'est la mode. Donc en plus, on apprend même du DIY chez Mint & Drink. C'est beau. Franchement, c'est beau. Ouais. À toi, Devac, et on laisse place à l'invité après. Mon caviste, il s'appelle Grimbergen. Très bon caviste. Ouais, c'est un peu boring, hein, mais bon, il fallait que je termine les bières que j'ai dans mon frigo parce que je bois pas tout seul chez moi, donc j'en profite. C'est déjà très bien. Allez, Frenchy, à toi. J'ai hâte que tu nous dises ce qui se passe. Écoutez, je bois actuellement une Volvic. Je sais que ça peut paraître tout à fait boring et je le conçois parce que pour beaucoup de personnes, de l'eau, c'est de l'eau. Mais pour moi, pas du tout parce que en fin de compte, ça fait plein d'épisodes avec Devac qu'on est au café, au thé ou à l'eau et c'est pas du tout un sujet en fait. Voilà, non mais en fait c'est vraiment un sujet de conversation avec mes potes parce que je suis une personne qui a des eaux fétiches en particulier. Donc voilà, j'ai des potes à moi qui ne comprennent pas ça. C'est des concours pour eux de me donner différentes eaux et de me dire vas-y devine c'est laquelle la tienne parce que de l'eau c'est de l'eau et tu trouveras jamais. Ah non, bouge pas. Ça veut dire que t'es capable de détecter la Volvic sans aucun problème. Ouais. C'est fou ça. Donc moi je pourrais faire la même chose avec la Contrex, c'est sûr, parce que je détestais ça et ma mère m'en servait tout le temps quand j'étais petit. Et ben voilà. Et ben en gros, il faut vraiment savoir que je peux reconnaître la Volvic sans aucun problème entre mille et sans aucun problème, je peux dire si on me dit voilà, il y a ces 4 eaux, je te les donne au hasard. Normalement, je devrais pas me tromper sur les 4 à partir du moment où je sais lesquelles elles sont. En règle générale, je les trouve sans problème quoi. Donc comment tu décrirais le goût de la Volvic? Alors, comment tu décrirais le goût de la Volvic et pourquoi t'aimes particulièrement cette eau-là? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un goût peut-être un petit peu terreux. En fait, moi, c'est les eaux volcaniques que j'aime. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Tu vois, toutes les sources, Auvergnat, sources d'Auvergne, etc. Je suis pas du tout auvergnat pour le coup, mais voilà, toutes les sources d'Auvergne, ou alors aussi Fidji, Iceland, toutes ces eaux-là, tu vois, qui sont des eaux artésiennes, volcaniques, etc. Donc voilà, donc je suis en train de passer pour quelqu'un qui est un spécialiste de l'eau. Non mais c'est chambé, mec. Mais voilà, du coup, je suis fan d'eau. Voilà. Et l'eau du robinet à Paris, si t'habites à Paris? Alors, je veux surtout pas passer pour un snob, mais je n'y arrive pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis fan d'eau, c'est que je dois avoir un palais, en ce qui concerne l'eau, je dois avoir un palais développé. J'ai pas d'explication, sincèrement. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment mes petites eaux fétiches. Je pourrais vous donner des petites sources. Si vous avez besoin de tips, en tout cas, n'hésitez pas. D'ailleurs, t'as bien raison parce qu'il y a un grand philosophe qui dit que dans 10 ans il y aura plus d'eau, donc le philosophe s'appelle Jean-Claude Van Damme. Exactement, JCVD, si tu nous entends, grand philosophe.
1 et 1 ça fait 2. Ça peut être et 1 et 1 ça fait 11. Ça peut être un super sujet à Noël d'essayer de faire une dégustation d'eau à l'aveugle, super intéressant. Et du coup, il y a eu un débat à un moment donné entre l'eau minérale et l'eau du robinet, comme quoi, en fin de compte, l'eau du robinet est finalement peut-être meilleure encore que l'eau minérale, tout ça. T'as étudié un peu tous ces trucs-là ou c'est juste une question de goût et le reste après les nutriments et ainsi de suite, tu sais pas trop? Ah ouais, alors clairement c'est vraiment qu'une question de goût. Ça veut dire que je me suis pas du tout posé spécialement. Je sais que l'eau de Paris, en plus moi je suis sur Paname et je sais que l'eau de Paris est parfaitement traitée par rapport aux différentes eaux dans le monde, donc c'est vraiment pas une question de ça. Donc c'est pour ça en fait, je dis je passe pour un spécialiste de l'eau, mais c'est vraiment une question de goût à 100%. Et donc bah voilà, tant qu'à faire, comme j'aime ça et comme je sais que c'est pas une mauvaise chose d'en boire, bah du coup j'en profite à 100% quoi. Ok. Trop cool. Vous êtes bien sur un podcast qui parle de NFT, au cas où vous ayez des doutes. Donc on va pas tarder à y aller, mais avant tout, évidemment, notre ami, notre ref, comme tu appelles, j'ai l'impression à tout le monde, c'est pas faux. Frenchy, nous aimerions bien Devac et moi que tu te présentes, mais en parlant plutôt du côté comment tu es tombé toi dans le terrier de la crypto et des NFT. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment a été ton parcours dans ce milieu-là? Alors, je pense que pour le coup, j'ai un parcours vraiment très très classique. C'est-à-dire que je me suis intéressé, je pense, comme, allez, on va dire 90% des gens qui sont arrivés dans la crypto après 2014-2015. Je m'y suis intéressé parce que j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils avaient mis $100 et qu'ils étaient millionnaires. Et donc je me suis dit, attends, j'ai 100 €. Pourquoi pas moi? Et donc en fait je suis arrivé en 2017, j'ai acheté un petit bag à l'époque, vraiment un tout petit bag, en me disant écoute voilà, j'ai entendu ces histoires là, ce serait bête de passer à côté, mais sans aucune étude des fondamentaux qu'il y avait derrière, vraiment. T'as juste zéro. Tu dit ok, moi si jamais le truc il éclate, au moins je serai dedans et on verra quoi. Exactement. T'as acheté quoi? À l'époque j'avais acheté du Bitcoin et de l'Ether. Ok. Mais pour un vrai mini bag, hein, c'est pour ça. Et en fait, j'ai acheté ça en 2017, quelques semaines avant le crash de 2018, et n'ayant aucune connaissance des fondamentaux, j'ai vu mon argent faire moins 90%. D'un coup, je me suis dit, il faut à tout prix que je sorte. Parce que ça va à zéro et ce petit bag représentait quand même beaucoup pour moi à l'époque, donc j'ai fait la bêtise. J'étais pas là à l'époque, vraiment là le constat c'était ok, c'est fini les cryptos, c'est terminé, capitulation totale, ça va tomber à zéro. Alors peut-être pas à 100% de l'intérieur, crypto Twitter etc, mais moi personnellement comme j'étais absolument pas dedans comme je le suis aujourd'hui, pour moi c'était évident en fait, tu vois, j'ai perdu 90%. C'est intéressant de savoir ça, parce qu'aujourd'hui tu regardes les NFT en 2020 fin 2022, tu peux avoir complètement le même raisonnement en mode ok, mais JPEG à la con, j'oublie. Ah je vais te dire, de l'extérieur, j'ai même eu cette discussion là hier soir avec une pote, quand je lui ai dit que j'étais encore dans cet écosystème, elle m'a dit mais c'est fini pourtant, plus personne n'achète de NFT, il paraît, le métaverse c'est plus à la mode, etc. Et donc je pense que oui, je pense que de l'extérieur ça revient peut-être à peu près au même, à voir où vont les prochaines semaines, mais ouais, tu vois, quand t'es vraiment pas dedans, on est dans une bulle, on a quand même un algorithme aussi qui nous met en avant ce qu'on a envie de voir aussi, donc exactement, ça c'est très important. C'est un bon point ça. Et d'ailleurs de toute façon c'est vrai que ce que tu dis c'est important, et c'est drôle aussi parce que dans les NFT, vu qu'il y a la crypto qui a eu ce cycle là, on espère que le monde du NFT va faire va prendre le même chemin, c'est-à-dire justement il y a une baisse, on accumule, il y aura un bull run. Et on y croit, tu vois, parce qu'il y a la crypto qui a fait ça. Et c'est drôle, en vrai. Je pense qu'en un sens, c'est possible. Moi, très sincèrement, je crois aux fondamentaux de la blockchain comme personne. Tu sais quoi, je vais finir le parcours et je vais du coup bouger là-dessus au final. Mais là, on est vraiment dans le mint and drink, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait une discussion et voilà, on se laisse porter par si ça part, ça part, exactement. Mais du coup, ça va donner sens justement à la question. Et donc du coup, en fait, quelques mois après le Covid, je suis en soirée. Donc il faut imaginer que pendant ces 2 années-là, je n'ai plus jamais reparlé de crypto. Vraiment, genre du tout. Et quelques mois après le Covid, je suis en soirée, un anniversaire d'un pote.
Et j'entends 2 amis à moi en train de dire qu'ils ont fait de l'oseille sur la crypto, que le Bitcoin il est remonté après le Covid, etc. Et je me dis, attends, c'est pas possible. Comment moi, il y a 2 ans, j'ai mis de l'argent dedans, je suis sorti. Donc là, en fait, si j'étais resté dedans, j'aurais pu avoir un petit bag. Ça aurait pas représenté quelque chose de gigantesque, mais franchement, ça aurait été un petit game changer pour moi en plus à ce moment. Et là, t'as ce que j'appelle le dilemme de la file, tu sais, quand tu changes de file parce que t'as l'impression que ça va plus vite de l'autre côté, du coup tu bouges, et ben là c'est pareil, tu rentres, ça baisse, tu ressors, ça remonte, tu dis attends, je suis jamais dans le bon timing, quoi. Et en fait, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, je me suis dit, écoute, c'est simple, si tu décides de re-rentrer dedans, il est hors de question que tu saches pas pourquoi. Et là, je suis retourné comme sur les bancs de la fac. J'ai été chercher toutes les vidéos YouTube possibles. J'ai été regarder sur la Ledger Academy, la base de la blockchain, la base des wallets décentralisés, tout en fait. Et ça a été une réelle révolution pour moi. Mais quand je dis une révolution, ça veut dire que j'ai eu 2 moments. J'ai eu ce moment-là où je m'y suis remis comme sur les bancs de la fac et où je me suis dit waouh, en fait, là on est en train de parler de quelque chose qui selon moi est révolutionnaire. Donc en fait à ce moment-là, je passe de la notion de il y a de l'argent à faire à la notion de mince. J'étais presque perdu en fait, tellement j'étais impressionné par le puissant fond de possibilités que c'était. Et puis ensuite, il y a un thread de Punk6529 sur l'Open Metaverse que je lis. Voilà, et je dors pas de la nuit cette nuit-là. Très sincèrement, c'est pas une invention. Je ne dors pas. C'était de la avant nuit. Meta. C'était avant Meta. Ouais. C'était avant Meta puisque les annonces de Meta avec l'explosion des différents métaverses à ce moment-là, enfin des différentes monnaies du métaverse, ça doit arriver peut-être 2-3 mois après que. Moi, je suis arrivé en août 2021 réellement dans les NFT. Et je crois que le pump Meta, c'était un petit peu après, tu vois. Et donc. Est-ce que tu disais juste avant, tu parlais de la crypto ou des NFT? Ou des deux en même temps? Alors, des deux en même temps. En fait, j'ai d'abord eu une approche crypto. Je mise pas mal sur Solana à ce moment-là. Parce qu'au moment où j'arrive, je lis Ethereum Killer. Et moi, en réalité, quand j'avais mis quelque chose en 2017, c'était sur Ethereum. Donc là, je me dis, ok, peut-être que c'est ça, en fait, le prochain bag à faire. Et en fait, du coup, en le faisant, et en me disant, je veux pas le faire pour rien, et en étudiant tout ça, je commence à réaliser qu'il y a beaucoup plus derrière que simplement de l'argent. Et du coup, je m'intéresse à l'écosystème Solana et je rentre à 100% dans les NFT Solana à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment commencé sur Sol avant de bouger aussi sur Ether. Ça, c'était quand? C'était en août 2021, ça? Août 2021, fin août 2021, je mint mon premier NFT avec 2 potes à moi. On le mint ensemble. C'était un Tugbird. Je sais pas si vous voyez sur Solana. C'est genre une des collections un peu OG de Sol, qui sont d'ailleurs en train de faire un beau petit retour en ce moment. Moi, j'ai jamais vendu. C'est pour ça que je vous dis en fait que la notion de l'argent, elle m'est très très vite passée au profit justement de la notion de communauté et de tout ce qu'il y avait pour développer l'écosystème. Parce que le Tugbird, en réalité, on l'a acheté 3 sols à l'époque. Il est monté. On aurait pu le vendre à un moment plus de 200 sols quand le sol était à $250. On l'a pas fait parce que en fait moi je leur disais il y a quelque chose dans ces communautés, il y a un truc à faire, et même si c'était peut-être une erreur financièrement parlant, ça a construit tout le reste me concernant en termes de chemin, tu vois. Donc une petite question, parce que du coup tu disais avec tes potes, c'est-à-dire que tu avais aussi embarqué 2 de tes potes là-dedans ou? Alors c'était un des potes qui avait investi et que j'avais entendu parler à la soirée dont je vous ai parlé, où moi je me suis dit attends, c'est hors de question que je m'y remette pas, mais par contre je m'y remets vraiment. Un de ces potes là et un autre pote à moi qui lui était en pleine FOMO à l'époque en me disant est-ce que tu crois pas qu'il faut rentrer, je crois que l'Ether était à 4000 et quelques à ce moment là dollars. Donc il me disait attends, t'imagines, il est passé de $800 à 4000 depuis le Covid, il faut à tout prix y aller, ça va être à 10 000 bientôt, enfin bref, la FOMO classique évidente de toute personne qui est pas dedans, et que moi-même sur le moment ça me faisait FOMO aussi, mais c'est juste que il fallait que j'étudie les fondamentaux avant, et j'ai aussi étudié un petit peu de fondamental de trading, et je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas acheter à ce moment-là. Et en fait effectivement il y a eu ensuite le crash d'avril avec le minage en Chine, et c'est là que j'ai pu enfin faire moi mon entrée dans les cryptos qui avaient toutes perdu entre 50 et 80% quoi à ce moment-là. Donc là ça a été moi mon point d'entrée réel à ce moment-là quoi.
Bravo, stylé. Ouais. Et du coup, après Solana, t'as dévié un peu sur Ether parce qu'on a parlé rapidement de la collection des Gods, etc. J'ai pas l'impression que t'as suivi énormément ce projet-là, si. Alors, en fait, je les ai totalement fadés à l'époque, moi, puisque au moment où ils ont minté, il y a eu des gros soucis et qu'il y avait tellement de rugs sur Solana à l'époque qu'en fait il y a plein de gens qui disaient n'y allez pas, c'est un rug, etc. Et donc moi évidemment je pense pas qu'à l'époque, surtout que je tweetais pas énormément sur l'actu et tout encore, donc je le voyais pas comme étant un rug ou pas, mais c'était une prise de risque inutile en fait dans ma tête, surtout que c'était le tout début, donc je faisais très attention à ce que j'investissais. C'est par la suite que j'ai pris des profits et que j'ai pu réinvestir quand ça a rebaissé, donc que j'ai eu des bagues un peu plus cool sans être gigantesques, mais qui m'ont permis d'être un peu plus tranquille sur mes investissements. Mais là, à cette époque là, c'était le tout début, donc évidemment c'était des prises de risques inutiles. À ce moment là, effectivement, je m'intéresse à Ether parce que on est en pleine période de Mechaverse et de Hypebeast. Oui. Et oui. Moi, je suis arrivé juste après ça dans les NFT, donc j'ai pas connu la hype Mechaverse. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, les Mechaverse étaient parmi les blue chips, quoi, encore. C'est ça. Et en gros, clairement, ça a été le moment où j'ai grindé comme jamais Hypebeast et Invisible Friends. J'ai réussi à avoir la whitelist à l'époque de Hypebeast. Pas de Invisible Friends, mais l'achat du Hypebeast que j'ai revendu avant le reveal m'a permis d'acheter mon Invisible Friends, en fait. T'étais bien. Ouais, du coup t'as grindé parce que je me souviens, là, Ibis, il fallait être un maxi Discord enfin c'était une galère pas possible. Il fallait mettre des messages tout le temps, c'est ça, dans Discord? Il y avait des niveaux et tout, c'était à la fois des messages tout le temps, et en fait moi je fais du son en fait de base, donc je t'avoue que ça a été un peu plus simple pour moi. Quand je dis plus simple, attention, hein, j'étais quand même tous les soirs jusqu'à 3-4 heures du mat sur le Discord à discuter avec les gens. Mais le son m'a beaucoup aidé à avoir la whitelist, franchement. Et puis je suis arrivé à un moment où il n'y avait pas encore tout le monde dedans et tout, donc honnêtement, ça n'a pas été la pire situation pour moi. Invisible Friends a été beaucoup plus compliqué. Et donc en fait, si tu veux, ce moment de grind, moi je l'ai vécu, je pense, de façon assez différente des autres. C'est-à-dire que c'était à la fois un investissement, mais tu vois, c'est vraiment pas encore une fois que de l'argent, parce que le fait est que j'ai acheté mon Invisible Friends avec cet argent-là, avec mes potes, hein, toujours. C'est-à-dire que là, toujours c'était divisé par 3, tout ça. Et en fait, quand j'achète le Invisible Friends, à ce moment-là, on commence quand même à avoir une belle redescente depuis novembre. Jusqu'à février, on a encore des NFT qui pump et tout, mais depuis février, Invisible Friends, c'est presque une descente, pas aux enfers, mais en tout cas, on est sur une belle descente à partir de ce moment-là. Et j'ai jamais pareil, c'était considéré comme un blue chip à l'époque du mint, etc. Non? Ouais, après, pour le coup, Invisible Friends, si tu regardes par rapport au prix du mint, on est quand même à plus de x10. Ou à x10 actuellement, parce qu'il y a eu on est toujours à 2.4, tu vois, 2.5, alors qu'on était sur un mint à 0.2 ou 0.25, il me semble, à l'époque. Ah ouais, donc, ok, parce qu'à l'époque t'avais des mints quand même assez onéreux, genre un Ether et des trucs comme ça, et les trucs partaient quand même. Bien sûr, je crois qu'Azuki avait sold out à un Ether à l'époque, il me semble. Donc en fait, je bouge sur Ether sans jamais vraiment lâcher Solana, mais un de mes 3 potes qui était beaucoup plus présent avec moi, disons, restait surtout lui du côté Sol et moi du côté ETH. Et en fait, petit à petit, moi, mes potes, ils ont un petit peu pas lâché l'affaire, mais on a tous notre vie à côté, etc. Donc, c'était pas du désintéressement parce qu'ils sont encore dedans avec moi, mais c'est moi maintenant qui gère un petit peu tout. Et en fait, plus j'ai rencontré du monde et plus ça m'est apparu évident que niveau français et francophone, et réellement j'insiste sur ce terme parce que pour moi c'est très important, on va en parler, qu'il y a des communautés à créer. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai créé une communauté. Tu peux rebondir sur, je pense, les possédés, hein, parce que c'est une belle transition là, ce que tu es en train de faire. Ouais, comment c'est né, d'où ça sort. Moi, je suis très curieux de savoir, d'en savoir plus là-dessus. Les possédés, je trouve ça trop cool comme nom. Ouais, écoute, en fait, et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça va changer. En fait, donc on se retrouve après Invisible Friends. À ce moment-là, il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché. Tes meilleurs potes, ton crew vraiment le plus serré, c'est les copains Invisible Friends. C'est les copains que j'ai rencontrés dans Invisible Friends, exactement. C'est pas forcément des gens qui sont holders. J'ai qu'un seul de mes potes qui est encore holder. Mais en fait, surtout, on s'est retrouvés dans ce grind où on n'a pas eu la whitelist, en fait, si tu veux. Et donc après ça, on a créé un petit groupe ensemble.
qui s'appelle Colono, et d'ailleurs je les salue parce que je pense qu'ils vont écouter, et donc en fait on crée ce petit groupe Colono et on passe des heures et des heures et des nuits ensemble à aller dans d'autres Discord où on essaye de choper les whitelists, parfois pour hold, parfois pour revendre parce qu'on estime qu'il y a quelque chose à faire, etc. Et de là, beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a quelques projets qui font des choses énormes, notamment par exemple PXN à l'époque, où quand on a le mint, Dutch Auction très très cher, mais on monte jusqu'à 4 ou 5 Ethers il me semble. Aujourd'hui je crois qu'on est à un floor price aux alentours de 0,19 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ouf. Ouais, tu vois, et en fait à l'époque il y avait beaucoup de cette FOMO, et à ce moment-là on a une transition, on a un projet que je remercierai jamais assez, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas contents de ce qui a pu se passer du côté de ce projet-là par la suite après le mint, mais en tout cas pour moi c'est un projet qui est venu changer le méta tel qu'il était à l'époque, et le rendre moins chronophage. C'est Posest. C'est-à-dire que Posest à l'époque, ce que tu as vu au PFP jusqu'à récemment, ouais. Voilà, exactement, puisque j'ai fait partie de l'extended team, en gros des représentants de la communauté. Donc j'étais pas dans la team elle-même, si tu veux, mais ils ont pris des représentants qui étaient les plus bosseurs dans la communauté, entre guillemets. Et en fait, à ce moment-là, je réalise une chose, c'est que dans Discord, mais que moi je trouvais super chronophage, j'ai jamais été un grand fan de l'application elle-même, il y avait un avantage, c'est que quand tu étais dans des gros projets, tu avais un channel français. Et donc les Français pouvaient parler entre eux, etc. Mais c'est d'ailleurs toujours le cas sur les gros trucs. Toujours le cas, évidemment. Et en fait, déjà moi, personnellement, j'ai une culture très ricaine dans ma façon de voir les choses. Grand fan de rap ricain, les États-Unis à mon époque, c'était, tu vois, peu importe. De quel modèle. C'est vrai qu'on suit énormément l'actualité NFT par le prisme de ce qui se passe outre-Atlantique. Voilà, exactement. Et même si c'est beaucoup, même si ça a pu au final être beaucoup une façade et que ça n'a pas que du bon, cette culture américanisante partout dans le monde, c'est quand même une part de ma façon de voir les choses, si tu veux. Et j'aime ces bridges en fait qui se créent. J'aime cette façon qu'ont les ricains à être dans l'entertainment, à parler avec tout le monde. Alors évidemment que c'est pas toujours parfaitement authentique, mais justement moi ce que j'aime c'est cet entre-deux, tu vois. J'aime cette énergie, j'aime créer ces bridges là, mais en revanche moi j'aime qu'ils aient du sens, parce que c'est peut-être le côté latin, c'est peut-être ce côté on prend l'apéro ensemble et on discute vraiment des choses qu'ont les Français, qu'ont les Européens et qu'ont un peu moins les ricains. Et ben moi j'aime cet entre-deux. Et en fait je voyais que c'était très compliqué dans ce nouveau méta qui était un méta Twitter plus qu'un méta Discord, qui était en train de se mettre en place pour obtenir les whitelists. C'était des space Twitter que les gens mettaient en place. Il y avait des space Posest qui se mettaient en place, et c'était les représentants qui étaient là depuis le début, qui étaient en fait des anglophones, beaucoup de mecs qui étaient d'Angleterre, d'Irlande, etc. Certaines personnes qui étaient de Miami et des States en globalité. Et moi je suis bilingue, donc j'ai entre guillemets cet avantage là d'avoir pu me mettre en avant en montant dans des spaces. Mais ça c'était à quelle époque ça? On est en avril je pense, tu vois, avril 2022 toujours, ouais, exactement. Mais petit à petit je commence à recevoir, parce que je m'appelle Frenchy, j'ai un drapeau français dans mon pseudo, donc évidemment je commence à recevoir des messages de français qui me disent j'ai vu que tu arrivais à monter dans les spaces, etc. C'est compliqué, moi je parle pas anglais. Comment est-ce que tu sais s'il y a d'autres moyens de se faire voir auprès de Posest, etc. Moi évidemment j'étais même pas encore dans l'extended team, donc j'avais aucune réponse à apporter. Mais même dans Colono, notre groupe à cette époque-là, en fait c'était est-ce qu'on fait un fan art, est-ce qu'on fait pas de fan art, tu vois, enfin c'était des questions qui se posaient et ça paraissait très obscur en fait, comment avoir cette whitelist là. Et là à ce moment-là je me dis en fait c'est pas possible, c'est plus simple pour moi, ok, mais j'ai ressenti l'envie réelle à ce moment-là d'aider ces gens-là, de me dire y aller tout seul. J'ai commencé à 3 avec mes potes, tu vois, genre pour moi c'est un peu ça la façon de faire, c'est très communautaire. J'ai commencé de façon communautaire et j'ai eu envie de continuer dans cet élan là. J'ai commencé à 3 avec mes potes, ensuite il y a eu Colono où on était 10-12, et là je me suis dit ok, est-ce qu'on crée pas quelque chose, une communauté qui va pouvoir se mettre en avant à la fois en faisant des spaces francophones pour Posest, et à la fois en montant dans les spaces anglophones
et en me présentant comme un peu le bridge entre les communautés, disant si ça vous dérange pas, il y a des Français qui sont dans la salle, est-ce qu'on peut les faire monter? Et je fais les traductions, mais ils ont envie de vous parler, ils ont envie de communiquer avec vous. C'est ouf. Du coup, tu faisais des traductions en live dans les spaces avec les... Ah non, c'est trop cool. C'est exactement ça. Et en fait, du coup, trop bien parce que du coup, tu t'es dit, il faut aussi qu'on fasse ça en France avec des espaces pour discuter, pour se transmettre de la positivité. Et quand on écoute tes spaces, c'est vraiment ça, quoi. C'est la famille, les refs, les Russ, de quoi on parle ce soir, c'est super. Les alphas de notre ami Sage, etc. Enfin. Ouais, exactement. Tu vois, tu te sens effectivement entre copains, quoi. Bah c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme ça que c'est né finalement, parce qu'en fait ces gens-là que sur le moment j'ai un peu accompagné, j'aime pas le terme aider parce que c'est des gens qui sont tellement motivés, qui cèdent eux-mêmes. Déjà monter dans un space pour la première fois, qu'il y ait un bridge qui soit là ou pas, c'est déjà un truc de ouf, tu vois. Parce que Devac c'était son premier space lundi. Hein. Quand et d'ailleurs merci beaucoup, c'est un honneur parce que je sais à quel point c'est pas si simple que ça en fait, tu vois. C'est mine de rien, c'est un interface, tu vois, là on est ensemble, on est entre nous et tout. Mais mine de rien, sur les spaces, t'as un interface où tu vois peut-être 15, 20, 30 PFP et tu te dis ok, je suis en train de parler devant tous ces gens-là. C'est ouf. Pourtant, tu vois, j'ai fait de la musique, j'ai fait des concerts devant des centaines de personnes, j'ai fait des présentations mais là, franchement, j'avoue que je me suis senti un peu en difficulté, c'est vrai. C'est spécial, incroyable. Tu vois. Et cette manière que t'as, toi, Frenchy, d'accueillir les gens qui sont pas forcément à l'aise, de partager ton empathie pour eux, de les rendre à l'aise, etc., je la trouve vraiment très chouette. Mais golden, en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que je l'ai vécu. Tu vois, genre, moi, comment est-ce que j'ai commencé à aller dans les spaces de Possessed réellement? C'est parce qu'il y a un space qui s'appelait le Cypher Sunday où les mecs venaient et rappaient. Et en fait, moi, je me suis dit, ok, je rappe. Tu rappes, j'ai vu une vidéo. Et oui, et donc je me suis dit, en fait, c'est hors de question que j'y aille pas. Tu vois, genre, je me suis dit, ça y est, tu te fais violence maintenant et t'y vas. Et j'ai rappé en français. Et en fait, vraiment l'attention et l'amour que j'ai reçu. Vraiment, genre, c'était inégalé dans le space jusque-là. On va mettre la vidéo dans la description. Je sais pas si t'as vu ça de Vac. Non, j'ai pas vu. Ok, il est en Invisible Friends, donc il s'est pris en vidéo, mais il a réussi à supprimer son visage, ses bras, etc. Je sais pas comment t'as fait, ne nous dis pas comment t'as fait, mais la vidéo est vraiment ouf et le son est enfin, c'est du niveau professionnel, donc franchement. On le mettra en montage, le son là, juste là. Yeah. Que le public suive bien la trajectoire des IF comme la trajectoire du ballon quand le curry switch, hein. Switcher, tu merges trop tard, ouais je sais que tu le veux et tu sais même pas la suite. Sauce peace dans les starting blocks, c'est pas juste une collègue, non, bien plus qu'une famille. On vise bien la lune, les comètes et j'en fais même pas des tartines, boy. On va mettre les possédés, la musique de ton space. Ouais, la musique que je mets au début du space. Non, pas du tout. Pour le coup, c'est un son de Jaja et Dinaz que j'ai trouvé très cool parce qu'il y a un côté où il parle justement de on y arrivera ensemble, etc. Donc, j'ai trouvé ça parfait. Vraiment, c'était de circonstance à 100%. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les deux dés. Et mon pote, on va pas céder. J'suis mal, la haine quand j'suis pété. Donc du coup, tu montes ce groupe francophone de Space Les Possédés, il y a quoi, il y a 6 mois, un truc comme ça, si je me trompe pas? Ouais, exactement. On est en avril, je pense. C'est quoi du coup le concept? Toutes les semaines, le concept, c'est on discute tous ensemble dans un groupe chat Twitter. Quand il y a des gens qui font des fan art, on le partage tous. Quand il y a un space anglophone, et ben moi je monte et vous montez. Et je vous aide, et vous venez, vous posez des questions, vous montrez. Tout le monde le fait, donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Tu parles toujours de la communauté Possessed, hein, on est d'accord, hein. Là, je parle dans Possessed, exactement. Okay. Et puis, en fait, petit à petit, donc du coup, Possessed, possédé. Tu vois, c'est vraiment... là, pour le coup, c'est traduction littérale. Ouais. Et en fait, du coup, petit à petit, on se rend compte qu'on s'entend tellement bien. Je me rends compte aussi à quel point il y a des gens qui ont soif de découverte, de connaissances, qui sont là parce qu'il y a une hype des NFT à ce moment-là et que Possessed a toute cette hype-là sur eux, toute cette attention, mais qu'ils n'ont pas forcément toujours des grosses connaissances de la blockchain, qu'ils n'ont pas les connaissances des fondamentaux qui, moi, ont changé ma vie quelques mois auparavant. Et donc, je me dis, faut qu'on en profite. Petit à petit, alors même qu'on est encore dans Possessed, à ce moment-là, je leur dis, les gars, en fait, il faut qu'on ait une vision beaucoup plus long terme. Je vois qu'il y a des builders, je vois qu'il y a des gens qui ont soif de découverte, etc., etc. Juste choper des whitelists, pour moi, c'est pas une vision long terme dans cet écosystème. Et il y a beaucoup plus à faire entre nous.
Et donc, en fait, petit à petit, il y a cette envie de plusieurs personnes dans le groupe de faire des spaces un peu différents, de rendre ça plus qualitatif. Et puis, se construit, en fait. Là, on part de The Possessed se termine. C'est un mint qui n'a pas très bien fonctionné. Pour le coup, on a gardé le nom un certain temps parce que c'est pas le fait de changer le nom n'est pas une volonté de se détacher du projet, parce que c'est là qu'on s'est tous rencontrés et on n'aura jamais honte de ça. Peu importe ce que donne le projet, et j'espère tout le bien justement d'ailleurs à ce projet-là en plus de ça. Mais là, pour le coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que, par exemple, moi, je suis un des fondateurs de Possessed, parce que quand ils voient les possédés, ils font le lien en direct, etc. Et donc nous, là, c'est plus la volonté d'aller chercher une identité propre, parce que on a un groupe qui n'a plus de rapport avec ce groupe, avec cette collection-là, en direct. Ouais, donc c'est logique. On parle de plein de choses dans l'écosystème. On a ce space où maintenant il y a plein de gens de la communauté des possédés qui viennent travailler des chroniques chaque semaine. Et donc voilà, c'est juste logique maintenant d'écrire notre histoire à nous, telle qu'on s'est affirmé par la suite. En fait, on a nos racines et maintenant on fait notre bout de chemin, quoi. C'est con parce que vas-y Devac. Non, je voulais juste en savoir un peu plus justement sur Possédé, justement la structure, qu'est-ce que vous faites, qui sont en fait les gens qui travaillent derrière, le collectif en fait, et le long terme. Et je pense que tu vas en parler. Ouais. Après, mais juste savoir comment ça a été la genèse et comment ça, enfin surtout ce que vous faites. En fait, je pense qu'il y a des gens qui écoutent, qui aimeraient bien voir. En fait, voilà, tu parlais de Space tout à l'heure. Voilà, tu vois. Qu'est-ce que vous faites pendant les Space, l'actu ou toute autre information. Ouais. En gros, en termes d'équipe, j'aime bien dire, en fait, il y a quelques personnes de Colono qui ont co-créé ça avec moi à l'époque. Okay. Mais comment dire, il n'y a pas de... Moi, j'aime pas la notion de leader, pas leader, etc. La notion de locomotive, elle est importante, je pense. La notion de leader, c'est différent. Je pense que ça peut éventuellement se mettre en place naturellement, mais pour moi, c'est pas un choix qui doit être fait réellement en amont. Donc, en fait, on est surtout... on a un groupe d'artistes qui est juste monstrueux. D'ailleurs, on a Docker, Atifei, on a Uru... on a Ryu, on a OXDog, je parle d'eux parce qu'ils font les covers chaque semaine, et c'est du taf. C'est eux qui sont en train de retravailler le logo, c'est eux qui sont en train de retravailler la bannière, les infographies du thread, du prochain Twitter qui arrive, etc. Donc ils font un taf de ouf. On a à côté de ça les différents chroniqueurs. C'est cool. Ouais. Exactement, ça arrive. On a à côté de ça les différents chroniqueurs. Donc on a Damien et Capou qui font les news. On a Pic qui nous fait parfois des Sadiquois et parfois des Decipher d'un élément de l'actualité. Attends, Sadiquois, Decipher, c'est quoi? Alors, Sadiquois, c'est un peu l'actualité des projets qui sont un peu nos projets fétiches à nous, en fait. Soit des projets sur lesquels on a FOMO pour rien, mais où c'est drôle de continuer d'en parler. Soit des projets qui ont vraiment de l'actualité, et donc c'est cool d'en parler parce qu'en fait ça fait juste partager. À la fois c'est vrai qu'on fait de l'explication pour les autres et on essaye d'onboarder du monde, mais à la fois on a aussi envie de discuter de choses dont on discute dans notre groupe chat tout le temps, et de pouvoir partager ça aussi. Donc ça c'est le Sadiquois. Et le Decipher, que je partage souvent avec Pic, ou que parfois d'autres personnes font si elles ont un élément intéressant à expliquer. C'est simplement en fait décortiquer un élément qui est pas forcément toujours simple ou qui est un peu obscur pour les gens, soit dans la blockchain, soit dans l'actualité, pour le rendre plus facile d'accès, parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Tu vois, le dernier par exemple en date, c'était sur les différentes plateformes d'art, Super Rare, Foundation, etc. Il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle. On a des artistes aussi, comme je vous ai dit, donc ça peut être intéressant qu'ils aient ces connaissances-là. Et donc voilà, on essaye de rendre toutes ces choses-là plus accessibles, d'expliquer un peu mieux. Et puis on a aussi l'alpha du cœur, qui est en fait, j'aime bien dire cette phrase-là. Exactement, j'aime bien dire cette phrase, c'est-à-dire qu'il nous dit ce qu'il aime, mais pas quoi acheter. Mais c'est vrai qu'il a rarement tort. Voilà, parce que évidemment c'est pas des conseils en investissement, évidemment qu'on est dans un marché très compliqué en plus de ça, mais il a disons qu'il a des oreilles bien placées, voilà. Donc on a les chroniqueurs en plus de ça, et puis à côté de ça on a toutes les personnes qui sont là au quotidien dans les groupes chat Twitter, dans le Discord, et qui
répondent aux GM les uns des autres. Tout ça, en fait, pour moi, c'est un écosystème global. C'est-à-dire que répondre à un GM, c'est autant de soutien que d'être présent dans un space. L'algorithme est aussi important que le travail. Et on essaye de donner un petit peu, de rendre les gens conscients de ça petit à petit, tout en faisant les choses de façon super cool et ludique, et le plus en communauté possible. Voilà. Du coup, le plus gros space que tu as hosté jusqu'à présent, c'était lequel? Avec Macbeth ou pas? Ouais, alors le space avec Macbeth, en revanche, c'est pas les possédés. Là, pour le coup, moi aussi, à côté, dans les communautés dont je fais partie, j'aime bien organiser les spaces de la communauté. C'est quelque chose que j'adore faire. Parce que quand c'est des projets qui me parlent, et Macbeth, pour le coup, est un artiste que je suis depuis très longtemps. Ça cartonne, non? Ouais, ça marche très bien. Et puis en fait, du coup, j'aime bien prendre part à la communauté. Donc là, on l'avait fait avec Sage et avec une amie qui s'appelle Sandy. Tu vois, quand je te dis qu'on aime builder des bridges, Sandy, c'est une personne qui est anglophone. Elle est canadienne, donc elle parle aussi français. Mais on fait des spaces en anglais ensemble. On peut parler en français dans des groupes chat. C'est pas uniquement les possédés, c'est aussi des ponts vers l'extérieur. Et pour nous, c'est très important. Et donc ça en fait partie, puisqu'évidemment qu'on ramène les possédés aussi dans les groupes chat des communautés, dans les qu'on crée, etc. Donc oui, ça c'est, je pense, le plus gros space que j'ai fait, puisqu'on a eu quand même 500 personnes en tout. Donc c'est assez, pour le coup, c'est assez, c'est assez huge. Et pour le plus gros space des possédés que j'ai fait, si je dis pas de bêtises, c'est un space qui doit dater d'il y a 2 ou 3 semaines, où j'ai vu qu'en tout, entre les personnes présentes et les réécoutes, on a eu plus de 180 personnes. Donc ouais, c'est pour le coup là, pour une, très lourd. Disons pour une communauté qui est quand même beaucoup plus restreinte. La Macbeth en plus c'est en pleine trend actuellement et tout. Donc pour une communauté plus restreinte, j'étais assez impressionné du chiffre. Ouais. On va dévier sur le sujet avec lequel on va parler avec toi, parce qu'on peut parler de communauté avec toi, vu tout ce que tu fais. Si ça te va, de vague, je sais pas si tu je suis chaud, justement, c'est la chose la plus intéressante du Web3 selon moi, donc ouais, je suis chaud. Grave. Ah ok, d'accord, super intéressant. Et donc justement, j'ai l'impression qu'en ce moment, on revient à des communautés les plus petites possibles, les plus, tu vois, insider possibles. J'ai suivi pas mal ce qui s'est passé récemment, je sais pas si vous avez suivi avec les Doodles, où il y a un mec qui a lancé il a appelé ça un bar. Le Fins Shark Bar, c'était c'était un Doodles requin. Il a lancé un groupe Twitter privé, mais sans expliquer clairement comment tu pouvais rejoindre le Twitter, et les gens sont devenus fous parce qu'il y avait juste, je crois même pas 100 places dedans, à peine, dans ce qu'il appelait du coup le bar, et tout le monde ne parlait que de ça sur Twitter, et t'avais des centaines et des centaines de personnes qui disaient mais comment je peux venir? Et du coup, la première question que je voulais te poser par rapport aux communautés, c'est pour toi, c'est quoi vraiment le truc indispensable qu'il faut avoir pour fédérer une communauté sur le Web3? Alors, tu dois en retenir un. Je peux pas en retenir un pour la simple et bonne raison que j'en ai 2 en tête. Ça va, moi, je prends 2. Voilà. On accorde ou pas? Très sincèrement, s'il y en avait 10, moi-même, je me serais pas permis de le dire. Tu vois, je me serais dit non, t'exagères, il t'en a demandé 1, dis pas 10, mais 2, je me suis dit peut-être je vais pouvoir me. Tu vois, ça passe. Voilà. Après, tu vas devoir trancher. Maintenant, tu vas forcément en dire un en premier, et moi, je vais me dire, ok, si c'est celui qui dit en premier, c'est que c'est le plus important. Ou alors, psychologie inversée, tu sais, genre. Non, en gros. Le meilleur pour la fin, oui, peut-être. Je pense que allez, je vais dire que le plus important, c'est la curiosité. C'est-à-dire que, pour moi, et curiosité va avec information. Évidemment, pour moi, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, à partir du moment où t'as de l'info, et que c'est distillé de façon cool, t'as des gens que ça intéresse. Parce que les gens sont curieux par nature quand ils arrivent dans un milieu. T'as soit des personnes qui en ont très peur, soit des personnes qui en sont très curieuses. Et évidemment, pour moi, la meilleure façon de build une communauté, c'est d'aller d'abord toucher les personnes qui sont curieuses. Ce qui veut absolument pas dire exclure les personnes qui en ont peur, bien au contraire. Mais en tout cas, pour build au départ, c'est forcément plus facile, j'ai envie de dire. C'est une question que je me pose tout le temps, parce que attirer les curieux, oui, mais du coup, quelqu'un qui n'y connaît rien et quelqu'un qui s'y connaît déjà pas mal, comment je peux leur parler à ces 2 personnes en même temps, et que ces 2 personnes-là trouvent, tu vois, un sujet assez intéressant pour rester, quoi? Alors, là, c'est justement la deuxième info. Comment dire, la deuxième, le truc indispensable pour fédérer une communauté. Voilà, le deuxième truc indispensable, et pour moi, c'est la notion de soutien.
À partir du moment où tu arrives à inculquer cette notion de soutien, je pense, et quand je dis inculquer, c'est pas moi en particulier, hein, c'est les gens, en se rencontrant, en discutant, etc. Tu te rends compte que finalement, tu peux venir à la fois avec un intérêt spécial en tête, à la base, dans une communauté, et rester parce que tu vas y trouver des personnes qui vont être géniales, qui vont t'apporter autre chose que ce que tu imaginais. Et en fait, à partir du moment où cette notion de soutien entre en jeu, où tu as ce mélange entre curiosité et soutien, tu te retrouves à avoir des gens qui, par exemple, s'il y a un decipher, mais que ça, ils le connaissent déjà, et plutôt que de se dire « ouais, je m'ennuie », ils vont se dire je vais monter et je vais rajouter quelque chose. Ils ont oublié quelque chose à dire, je vais ajouter un truc en plus parce que c'est important. Son sujet de A à Z pendant 2 jours et que quelqu'un vient lui dire non, en fait, c'est comme ça. Et en fait, on s'en fout. Tu vois, exactement. Ouais. Et puis qu'elle va pas se dire mince, il me met dans la merde, il énonce quelque chose que j'ai pas dit. Non, au contraire, elle va se dire ah ouais, de ouf, heureusement qu'il est venu en parler. Et en fait, c'est ça pour moi. Si tu as la curiosité et que tu as la notion de soutien, pour moi, tu as les 2 piliers fondamentaux de la création d'une communauté. Tu vois, c'est super intéressant. Ouais. Je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais à la notion de mystère parce que c'est vrai que ce que je disais juste avant, parfois tu as envie de rejoindre une communauté mais à tout prix parce que tu sais pas ce qui se passe, mais justement en fait tu es curieux d'en savoir plus sur ce qui se passe dans la communauté. Mais tu parlais d'un terme de curiosité plutôt dans un autre sens, c'est-à-dire je sais que je vais apprendre des choses parce que je suis curieux et j'ai envie d'apprendre des choses. Mais ouais, c'est super intéressant. Ouais. Alors, et les personnalités un peu aussi, non? Parce que les gens ils rejoignent aussi les possédés parce qu'ils, je sais pas, ils sentent qu'il y a un lien avec les speakers par exemple, ou c'est un peu comme je sais pas, quand tu regardes une émission à la télé ou n'importe quoi, d'ailleurs même la musique, t'as toujours ce lien avec je sais pas des personnes et tu dis en fait non mais je vais toujours suivre ce qu'ils vont faire parce qu'en fait je sens que je suis attiré par ce qu'ils proposent, tu vois, comme contenu. Ouais, tu te dis eux autour d'un dîner à la maison, je me marrerais de ouf avec eux autour de la table. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et je suis d'accord à 100%. Mais en fait je pense que ça découle des 2 premiers points. La forme de l'énergie, t'as beaucoup d'énergie dans tout ce que tu fais et tu sens que les communautés sont souvent drivées aussi par une certaine énergie qui crée une cohésion, mais cette énergie, effectivement, elle vient d'un côté curieux et d'un côté soutien indéfectible. Et c'est pour ça que j'aime pas la notion de leader, mais que j'aime la notion de locomotive. Parce que la notion de leader se détache de la communauté, alors que la notion de locomotive, elle entraîne tout le monde. Et c'est important, évidemment, d'avoir des locomotives. C'est important d'avoir des gens qui puissent dire, ok, on va driver une vision, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qu'on va faire pour mettre ça en place, etc., etc. C'est d'entraîner les gens, de leur montrer qu'il y a une vision, de leur montrer qu'on peut build cette vision-là, mais qu'en même temps, ils peuvent y participer, en fait. Une locomotive, elle n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas des wagons pour porter les gens avec, etc. Et donc, en fait, c'est juste de réussir à mettre ça en place tranquillement, responsabiliser les gens parce qu'il y a des gens qui en ont envie, et surtout déresponsabiliser les gens qui n'ont pas envie de responsabilité parce que c'est pas grave. On a le droit aussi de prendre du temps pour soi, on a le droit d'avoir des enfants, on a le droit d'avoir un travail. Et c'est là, en fait, il y avait une notion, quand tu parlais de mystère, c'est là que moi j'essaie de me différencier énormément, et moi et nous, en fait, parce qu'on en parle très souvent dans la communauté. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est apporter de l'information. Ce qu'on veut, c'est onboarder le plus de monde possible. À la différence, je pense, de certains projets qui ont envie, au fond du fond, je pense, quand même, de lancer une collection le plus vite possible, token gater leur communauté le plus vite possible, ou ce genre de choses. Et donc, la FOMO est une partie très importante de ça. Moi, je pense personnellement que petit à petit, la FOMO non pas doit disparaître de cet écosystème, mais doit laisser de plus en plus part à une part de transparence et de réel build au sein des projets si on veut que l'écosystème NFT avance. Et donc on voulait surtout au sein des possédés, et ça s'est mis en place très rapidement, donc c'est vraiment pas une volonté personnelle uniquement, mais on voulait vraiment que cette communauté ce soit pas une communauté de grind. C'est pas un Discord où les gens ils parlent toute la journée parce qu'il y a des gens qui taffent en fait, et il n'y a pas de... Évidemment, les gens qui veulent plus participer, comme les spacers, etc., quand on a des giveaways, ils vont avoir des chances en plus de remporter les giveaways, par exemple, ou ce genre de choses, parce qu'ils participent plus à l'écosystème. Mais en revanche, il est hors de question qu'une personne qui participe moins se sente, diabolisée pour ça. C'est pas du tout c'est pas du tout comme ça qu'on veut faire les choses, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, je trouve en fait tout ce que vous faites là c'est hyper healthy, ça rejoint vraiment tu sens qu'il n'y a pas de, comme tu disais, il n'y a pas d'intérêt financier malgré qu'aujourd'hui on est dans une innovation, on est au début
de ce qu'on est en train de vivre là dans les NFT. Et c'est toujours pareil, tu vois, dès qu'il y a une incentive derrière, les gens ils sont là que pour faire de l'argent, tu vois. Et là, toi tu prends déjà le chemin de ce qui va arriver après, entre guillemets, parce qu'une fois que ça va redescendre, la hype, on le voit en ce moment, tu vois, là on est tous là en train de build, et c'est là où voilà, c'est hyper sain, etc. Et je me demandais vraiment, t'es inspiré par quoi en fait? T'es inspiré par quelle communauté? Il y a pas des communautés, tu te dis c'est ma target, c'est ce que je veux faire, parce que enfin tout ce qu'ils font, ça c'est vraiment en lien avec mes valeurs, parce que j'imagine il y a ça aussi au fond de toi, tu vois, c'est des valeurs que tu as aussi, tu vois. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que je suis pas drivé par genre une communauté où je me dis c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, mais j'ai envie de prendre. Moi, je suis. Ouais, c'est ça en fait, tu vois. En fait, c'est plutôt une question de. Il y a plein de choses que j'ai vues dans cet écosystème qui m'ont plu. Il y a plein de choses que j'ai vues dans cet écosystème qui m'ont déplu, voire que j'ai détesté parfois. Et en fait, bah moi, mon but, c'est juste de qu'est-ce me que dire, tu retiens ok, particulièrement de trucs que t'as détesté et que t'as vraiment pas apprécié, quoi? bah en gros déjà la notion de FOMO, moi c'est quelque chose qui je trouve fait beaucoup de mal à l'écosystème, dans le sens où on a attention, peut-être pas la notion de FOMO uniquement, mais la notion de FOMO couplée au farming, voilà, couplée au farming influence, etc. Alors je fais justement, en revanche là-dessus, je fais quand même attention. Je pense que les influenceurs farmers ont rendu énormément service à l'écosystème pendant un moment et à la communauté. Les chillers, quoi. Parce qu'à l'époque où il y avait une hype de ouf, n'importe quel projet, même si tu restais pas dedans, si tu gagnais ça avec un giveaway, tu pouvais gagner de l'argent. Donc le but pour moi, c'est pas de taper sur les influenceurs farmers, mais en revanche, je pense qu'il y a un moment où ils auraient pu prendre un tournant. C'est des gens qui ont été intelligents de comprendre que le farming à l'époque marchait pour créer une communauté, mais il y a un moment où il fallait faire un tournant vers le content, vers quelque chose de plus intéressant. Et c'est des gens qui sont intelligents, qui ont des connaissances parce que c'est des OG, donc ils auraient pu prendre ce virage. Et je pense que par simplicité, par des contrats avec des boîtes de marketing ou autres, ils l'ont pas fait et j'ai trouvé ça dommage. Et donc je trouve que ça fait un petit peu de mal à l'écosystème. J'ai aussi évidemment été un petit peu déçu par le virage 0% royalties. Parce que pour moi vraiment une des choses essentielles des NFT, même si j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça a beaucoup élevé le débat sur la notion de possibilité d'enforcer les royalties réellement, et donc pour beaucoup c'était intrinsèque au NFT et au smart contract alors que ça ne l'était pas finalement, et beaucoup de gens l'ont découvert à ce moment-là, donc c'était intéressant en termes de débat en revanche, mais ouais en fait à ce moment-là je me suis dit mince, effectivement il y a des gens qui sont vraiment là que pour l'argent, mais si l'argent finalement c'est un flip de 0,02, et attention je crache pas sur la somme évidemment parce que c'est des sommes qui représentent de l'argent, et que on m'a toujours dit si tu ramasses pas 5 centimes t'en vaut pas plus, donc jamais je ne cracherai sur une somme d'argent qui peut représenter beaucoup pour quelqu'un, mais en revanche c'est pas comme ça qu'on build un écosystème ou qu'on pérennise un écosystème pour le futur, c'est pas sur des mini flips, parce que le mini flip entraîne le fait que des communautés sont détruites dans la demi-heure après le mint en fait. Et pour moi le Web3 c'est donner un peu plus de pouvoir à la commune. Ouais, mais c'est normal. J'ai mis du temps à apprendre. En fait, je pense que faut pas venir dans cet écosystème-là pour faire de l'argent. Faut venir dans cet écosystème effectivement pour l'amour de ce qui se passe, pour la passion que tu peux porter à des projets qui innovent artistiquement, communautairement, techniquement, et pas forcément pour espérer quel que soit. Et c'est pour ça qu'on a fait Mint & Ring, tu vois, aussi avec Devac. On s'est dit plutôt que d'investir de l'argent et de le perdre, on va investir du temps, on va le perdre aussi, mais on va gagner autre chose en retour. Quelque chose de beaucoup plus important que de l'argent, qui est tu vois, des rencontres comme avec toi aujourd'hui, ou des connaissances, parce qu'on est en train d'apprendre plein de trucs avec nos trucs de montage, de son, de vidéo, etc. Et c'est ça en fait le Web3, c'est pas forcément investir de l'argent. Je pense que on fait vraiment du Web3 et on s'investit réellement dans le Web3 quand on y investit plutôt du temps et de l'énergie. Et en fait, je pense que même sans être, tu vois, en étant le plus honnête possible, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste qu'à partir du moment où tu décides de pérenniser quelque chose, tu vois pas ton retour sur investissement rapidement, tu le vois à plus long terme, et tu peux éventuellement avoir un retour sur investissement en choisissant ce que tu vas créer dans cet écosystème, ce que tu vas pouvoir apporter. Et je pense que c'est là que ça a un intérêt. C'est comme un chef d'entreprise qui build son entreprise depuis le début. Évidemment, qui sait que pendant des semaines, pendant des mois, ça risque d'être très compliqué, mais il y a une vision qui drive tout ça. Et on n'est pas hypocrite, évidemment qu'il y a sûrement de l'argent à se faire au bout du tunnel. Mais moi, dans ma tête, je préfère être la personne qui en fait en apportant de la bonne humeur,
de l'information en onboardant et en étant le plus accessible possible, même financièrement parlant, le jour où éventuellement il y a la possibilité de le faire. Peut-être que ça viendra par des sponsors et qu'on n'aura rien à demander aux gens. Et si on doit demander quelque chose aux gens, bah, j'espère qu'il y aura assez de volume pour demander presque rien. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que bah, en fait, l'important, c'est, j'aime cette notion de se dire on est early, que être early en revanche ne veut pas dire se reposer sur ses lauriers, mais que ça veut dire qu'on peut apporter de soi dans l'écosystème. Et si tu apportes de toi-même et qu'à la fin tu as un retour sur investissement du fait d'avoir apporté de toi-même parce que tu as apporté de la valeur en fait, et ben là tu crées une économie qui est saine. Si tu apportes de la valeur et que tu as de la valeur qui vient en face, tu rugs personne. Et là, pour moi c'est ça en fait la vision. Ce que tu dis là, dans 5 ans on va le coter, on va le remettre, parce qu'en fait ça devrait être des mots que les gens devraient écouter aujourd'hui, mais c'est malheureusement pas cette personne. C'est ce que j'aime bien dans Cyber Market, c'est que ça écrème pas mal quand même les gens qui étaient dans les NFT pour les mauvaises raisons. On se retrouve que avec des gens comme Fredchi, c'est génial. Il y a 6 mois et aujourd'hui le monde a changé. Enfin moi j'ai un peu comme toi aussi, tu vois, j'ai grindé tous les spaces, tu vois, Farok, j'écoutais tous les jours. Puis tu rates des trucs, tu te dis j'ai raté ça, j'ai raté ci. T'es dans des états émotionnels qui sont c'est ouf, tu vois. Et là aujourd'hui c'est vraiment chill, tu parles avec plein de gens. Il y a Thanksgiving cette semaine, il y a plus personne aux US, il se passe rien, ça fait du bien. Franchement, c'est trop, franchement limite j'ai envie d'avoir le bear market pendant longtemps, tu vois, parce que c'est trop cool. Je pense qu'on en a pour un petit moment. Ouais. Je comprends à 100%. Après, évidemment, je pense qu'il y a certaines personnes qui partagent pas ça parce que on a peut-être l'avantage. Moi, je bosse dans le Web3 à côté, donc forcément, ça me permet d'être dedans H24, mais en même temps d'avoir un revenu fiat. Et c'est un luxe énorme pendant le bear market. Et ça, évidemment que je peux pas l'enlever, et que donc il y a d'autres personnes qui s'impatientent, ce que je comprends à 100%, et donc qui parfois vont disparaître. Pas pour les mauvaises raisons, mais simplement parce qu'elles n'ont pas le choix. Et évidemment que je pense à ces personnes-là parce que c'est des personnes qui apporteraient énormément à l'écosystème si elles avaient la possibilité d'avoir le choix. Et cette énergie à... Tu penses à SBF par exemple? Non. Ton avis du coup, mon Frenchie, sur les marques qui veulent aussi fédérer leur communauté, veulent essayer de rentrer dans le Web3. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que c'est possible pour elles de fédérer du communauté, ou est-ce que c'est voué à l'échec parce qu'il n'y a pas ce côté curiosité sincère du côté entraide, etc. Alors, je suis très comment dire, je suis partagé. Pour moi, il y a deux choses. Si une marque elle ne réussit pas dans le Web3, c'est pour deux raisons. Soit qu'elle a mal calculé son persona, en gros, à qui elle devait aller parler, elle en tant que marque et en tant que ce qu'elle représente à la base, si elle veut rester la marque qu'elle est, mais dans le Web3. Soit qu'elle a mal fait sa communication. Ça se rejoint en réalité, mais pour moi, il y a quand même une petite nuance entre les deux. Et en fait, je pense que, par exemple, un choix qui a été le choix parfait de marque, évidemment c'est pas un secret, c'est Nike. C'est le fait d'avoir racheté une boîte native Web3 pour s'insérer dans le Web3 avant ensuite de commencer avec Dotsuch là actuellement à s'insérer en tant que Nike dans le Web3, mais d'abord d'avoir eu ce premier lien avec une communauté Web3. Et en fait, comme c'est une communauté native à qui on va parler, qui de mieux pour parler aux natifs que des natifs? Et c'est évidemment, je pense, l'écueil que 95% des autres marques ont fait, c'est-à-dire, on va y aller, on est cette marque, donc ça va marcher, sans se rendre compte qu'en réalité, dans la culture du Web3, c'est pas le sold out, le succès, c'est la pérennisation. Et donc, pour moi, en fait, c'est juste une question, elle est là, en fait, pour moi, le noyau de est-ce que la marque peut réussir ou pas, il est juste là. Si elle arrive à comprendre qu'il y a une culture qui est très différente et que la communication doit s'organiser autour de cette culture, que tu as des métiers comme les directeurs of vibes qui existent dans le Web3 et qui n'existent pas ailleurs, parce que tu n'as pas ce contact communauté quand tu es une marque à 100% en direct tout le temps, sauf éventuellement les mecs qui font du content sur YouTube, etc., qui parlent souvent avec leur commu et tout, mais quand on parle des grandes brands, en gros, dans le Web3, quand elles arrivent, il y a une culture, il y a un jeu d'attention, il y a une façon de vibe, il y a la culture du mème qui est essentielle au Web3. Et tout ça, en fait, si elle le maîtrise pas à la base, et si elle ne trouve personne, si elle ne monte pas une team de personnes qui le maîtrisent à 100%,
j'ai pas envie de dire que c'est voué à l'échec, mais en tout cas ça peut être très mal parti, et en bear market clairement, ça c'est évident. J'ai l'impression que c'est plus dur encore que monter une team, parce qu'il faut aussi, tu vois, avoir un côté natif, un côté j'ai grindé pendant un an, j'ai tu vois, fait ma due diligence sur le milieu, et je me demande du coup si une boîte comme Disney, entre monter une team et essayer de faire, tu vois, WogMe sur les réseaux sociaux, etc., même si c'est une team très talentueuse, ou racheter Doodles, peut-être qu'il ferait mieux de juste racheter Doodles, comme ça ils montrent qu'ils sont vraiment dédiés au truc et qu'ils sont prêts à, tu vois, y aller vraiment, quoi. Peut-être que le playbook Nike, c'est le seul playbook réellement valable pour convaincre la niche Web3, quoi. Alors moi je suis un éternel optimiste, donc je dirais que ce soit le playbook idéal pour l'instant, oui, clairement, puisque bah c'est le seul qui a vraiment montré un parfait succès. Sauf éventuellement Tiffany's avec les CryptoPunks, mais c'est tellement dans le luxe que qu'on est sur autre chose pour moi. C'est spécial, c'est pas juste c'est pas un projet long terme, quoi. C'est très très niche, donc voilà. Mais t'as raison, Tiffany, ils ont joué un bon petit coup, ouais, effectivement. Exactement, tu vois. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, c'est pas la seule solution. C'est juste que le compromis réel, je pense qu'il prend énormément de temps à être compris par les marques du Web 2, qui ont tellement l'habitude d'avoir des campagnes d'ampleur, qui ont tellement l'habitude d'avoir des retours faciles parce que elles sont ce qu'elles sont dans le Web 2, que c'est difficile en fait. Je pense c'est même concevable en fait que pour une team ce soit que cette team elle se dise ouais non en fait il faut drastiquement changer notre façon de communiquer, il faut peut-être créer une autre page, en fait. Voilà, exactement. Et donc ça va venir, tu vois. Je pense que c'est juste que les use cases ils sont pas encore le nouveau use case parfait, il est pas encore créé, ce use case de compromis, et j'espère que je vais par exemple qu'on pourra nous le mettre en place, que les marques un jour viendront nous voir. Nous, quand je dis nous, c'est pas forcément moi ou vous, hein, mais je parle des gens qui sont dans le Web3 et qui ont envie de build. Bah, peut-être que les marques petit à petit vont se mettre à écouter, vont se mettre à dire attendez, regardez la Nike, ils ont quand même été dans le space de Farokh pour Dot Swoosh, donc peut-être que d'autres marques vont se dire attends, donc les space Twitter c'est quelque chose dans le Web3, donc peut-être qu'il faut qu'on s'intéresse au space, et ainsi de suite. D'ailleurs, tu vois, donc toi qui es anglophone comme Devac et moi, quels sont les médias que tu suis le plus dans le Web3 qui t'inspirent au quotidien, où tu te tiens informé? Je kiffe bien Rug Radio et Nifty Portal. Toi t'es là-dessus, ok. Pio et Farokh, clairement. J'aime bien écouter Mario Naufal parce que je trouve que il a des intervenants qui sont très 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 intelligents. Ah, ça je connais pas, tu vois. En gros, si tu veux, lui il est plus sur une partie entrepreneuriat tech. Alors attention, hein, il y a une grosse rumeur comme quoi il y a de l'achat de bots dans les spaces, etc. Moi il faut savoir une chose, toutes ces choses là. Mario Mario et ensuite NAWFAL, exactement. Ouais, okay. C'est lui qui récemment a fait les spaces sur FTX où il y a Elon Musk qui est venu par hasard, où il y a CZ qui est venu. Voilà, exactement. Tu étais là en plus, je me souviens. Et en fait, tu vois, par exemple, j'ai appris un truc là récemment que j'avais trouvé incroyable d'un mec qui est sur Solana, qui a cherché à joindre Mario Naufal pendant des semaines et qui est monté là dans son space, et qui expliquait pourquoi l'interopérabilité dans le gaming pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu grâce à quelque chose que ce mec-là est en train de créer. Et je me suis dit, en fait, quand il a expliqué, je vais vous l'expliquer en 2 secondes parce que c'est pas le sujet là, mais j'ai fait waouh en fait. En gros, il expliquait simplement qu'aujourd'hui, les collections qui veulent se lancer et qui veulent mettre en place de l'interopérabilité se posent une question qui, selon lui, est erronée, qui est de comment est-ce qu'on va mettre nos 10 000 avatars dans ce jeu, et nos 10 000 avatars dans ce jeu, et nos 10 000 avatars dans ce jeu. Et il dit effectivement, si tu dois uploader 10 000 avatars à chaque fois, en termes de puissance, on n'y est pas encore, clairement, et c'est impossible. Et il dit, mais moi, en fait, j'ai pas besoin que tu m'intègres tes 10 000 avatars, j'ai juste besoin que tu m'intègres tes 250 traits. Et après, une fois que la personne, elle vient et qu'elle se token gate dans le jeu, je vais aller retrouver les différents traits, je vais les assembler et ça va faire l'avatar. Donc tu passes de 10 000 à 250. Ça rejoint ce qu'on a raconté du coup sur le pod du week-end sur les Moonbirds qui, tu sais, deviennent on-chain et ont séparé justement tous les traits pour être capable de les combiner, intercombiner, etc. Où à terme tu auras certainement toutes les collections qui vont faire un truc dans le genre. Bah évidemment. Et donc tu vois, tout ça j'apprends ça dans des spaces en fait. Moi j'adore écouter les gens, j'adore lire les gens. Donc ça c'est plutôt côté space. Okay. Et après côté influx, je dirais NFT God,
je dirais Punk 6529. NFT statistique aussi, qui est un punk qui est celle qui s'occupe de celui ou celle d'ailleurs, comme c'est un punk féminin dans ma voilà, donc celui mais qui s'occupe de toutes les stats chez Moonbird. C'est Proof, ouais, tu vois, ouais, chez Proof, pardon, excuse-moi. Donc je l'ai découvert tardivement NFT statistique. Il faudrait que je reparcoure tout son fil. Je pense elle fait des énormes, elle fait même des white papers genre hyper détaillés. Tu dis elle, oui, mais en fait, la PFP. Exactement. Cette CryptoPunk. Donc je dirais ça, essentiellement. Donc c'est deux space et ça. Ok. Laure. Moi, je suis le très futur de Specs, mais le futur de et les alphas. Le futur et les alphas sur les possédés. T'en as déjà balancé un petit peu, des infos justement intéressantes, mais j'imagine que du coup tu nous as parlé rapidement de token gated des communautés. Visiblement, je pense pas que ce soit trop ton délire. Token gated pour token gated, ça sert peut-être pas à grand chose. C'est plus ça. Ça veut pas dire que ça n'arriverait jamais. Si ça n'amène rien, ça sert à rien, quoi, effectivement. Voilà, c'est exactement. En fait, pour moi, l'essentiel actuellement dans cet écosystème, il y a deux pivots qui vont devenir essentiels, je pense, et qui vont devenir le méta pendant un certain temps, qui vont être à la fois le trust, la confiance, et à la fois l'added value, la valeur ajoutée. Pour moi, ça va être les deux notions essentielles. Quand je parle d'added value, ça peut être financier, ça peut être obtenir des discounts dans une brand, et donc ça va réunir des gens qui vont se dire si j'ai tel discount toute l'année, moi ce NFT il a de la valeur, et ça lui donne de la valeur intrinsèque financièrement, comme ça peut être de l'added value tech, comme ça peut être tout et n'importe quoi comme type d'added value. Et puis à côté, ce trust qui va être à la fois de la transparence, à la fois du background, etc., qui peut être un background Web3 d'ailleurs. Je le vois pas uniquement moi comme en tant que background Web2. On peut avoir fait des preuves dans le Web3 et vouloir continuer. Et je trouverais ça génial en réalité. Mais donc, le faire pour le faire, effectivement, j'y vois pas un grand intérêt. Ce qui veut absolument pas dire que c'est exclu dans ma tête ou dans la tête des gens de la communauté avec qui on bosse, mais simplement, c'est tellement pas le propos actuellement que ça gouverne pas les discussions. Ça gouverne une éventuelle vision. C'est quelque chose qu'on a déjà exprimé dans la vision. Mais si ça doit arriver dans 4 ans, ça arrivera dans 4 ans. Tu vois, c'est pas. Je me dis pas moi dans ma tête, dans 6 mois, il faudrait qu'on en soit là, parce que en fait, si on fait le taf comme on a envie de le faire, dans 6 mois, on en sera peut-être sûrement là. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce sera plus comme ça que ça fonctionnera. Donc, du coup, long terme, les possédés, la vision, le rêve, ce serait quoi ? J'aimerais bien que ce soit un bon compromis entre un média qui onboard, qui est des gens, mais qui apporte aussi de la très bonne information. Tu vois, que les personnes qui s'y connaissent aient envie de participer, que les personnes qui sont dedans et vivent le truc soient super contents de pouvoir le vivre et d'avoir des infos et d'avoir des alphas, etc. Sans que ce soit justement de l'alpha call ou ce genre de choses, parce que il y a quelque chose de trop financier là-dedans qui moi pas me dérange, parce qu'évidemment que moi aussi j'aime faire de l'argent avec les NFT, mais qui n'est pas le propos selon moi de la communauté qu'on est en train de build, voilà. Et que évidemment tu peux partager de l'alpha juste parce que tu as envie de suivre le projet en mode early bird, pas forcément pour investir, mais au moins t'es dans les petits tuyaux, t'es content, et quand on en parle ensuite 3 semaines plus tard chez les Américains, tu te dis tiens, j'en ai déjà entendu parler. C'est exactement ça. Et cool. Et aussi que la notion, je trouve moi, qui est essentielle, j'ai envie de changer la notion un peu pessimiste qu'il y a dans le mot noob, c'est-à-dire que pour moi en fait j'ai envie que les gens comprennent enfin dans le Web3 que le noob c'est la personne la plus importante, et que donc ça devrait pas avoir une notion pessimiste, bien au contraire. Si le noob n'est pas encore dans le Web3, c'est que notre communication est mauvaise, donc si tu arrives à ramener ces personnes-là dans le Web3, c'est que tu fais bien les choses, et pour moi en fait tout est là en fait, si tu veux. Donc c'est ça pour moi le futur. J'ai vécu ça, tu vois, dans ma carrière Web 2 où je suis dans le programmatique, ce qu'on appelle le programmatique, une technologie qui est arrivée il y a 10 ans à peu près. Et il y a forcément, tu vois, réaction au changement, les gens se disaient non, je veux pas faire cette technologie, ça m'intéresse pas. Et moi j'ai toujours dit autour de moi que si les gens étaient réfractaires à la techno, c'était avant tout de notre faute à nous, parce qu'on n'a pas eu les mots qui étaient les bons pour expliquer en quoi ces technologies apportaient vraiment une valeur ajoutée.
et était pas au contraire le truc dont il fallait se méfier parce que c'était une espèce de black box bizarre, etc. Et je ressens vraiment la même chose dans ce que tu dis en fait, et je suis complètement aligné avec ça. On va finir par monter un collectif. Écoutez, on partage les mêmes valeurs. En restant avec nos marques en fait, de notre côté, etc. On va finir par monter des trucs de temps en temps. Quand tu parles de posséder, j'ai l'impression que tu parles vraiment de Mintendrink en fait. C'est ça qui est ouf parce qu'on partage les mêmes valeurs en vrai. Ouais, on partage les mêmes trucs. Moi, pour être honnête, et c'est là aussi c'est un peu la culture ricaine que je peux avoir et que. Mais ça aussi, mais même ça aussi, on partage avec Devac. Depuis le début, on se dit attends, il faut qu'on parle en français de ce qui se passe aux US. Bah, évidemment. Et en fait, dans cette culture-là un peu ricaine, ce que j'aime par exemple, c'est que Pio, son space en équivalent CET, donc français, c'est 14h à 15h30. Ça s'arrête à 15h30 pile parce qu'il y a le space de Farok qui commence à 15h30 et que parfois Pio va intervenir dans le space de Farok. Et en fait, pour moi, cette arborescence, c'est l'essentiel de ce qu'on peut build actuellement. C'est-à-dire que pour moi, le but, c'est pas de se dire... On sort l'épisode le dimanche et toi t'es le lundi. Bah, c'est exactement ça en fait, tu vois, c'est-à-dire que pour moi en fait ce qu'il faut se dire c'est que un mec comme Farok et un mec comme Pio ils doivent s'entendre et ils doivent se dire ok, toi t'apportes de la valeur, moi j'apporte de la valeur, ça va t'apporter des followers, ça va m'apporter des followers, viens dans mon space, je viens dans ton space et on en profite ensemble. Et c'est pas uniquement un jeu de followers, c'est un jeu de pouvoir aller parler à plus de monde. Un follower c'est pas uniquement de la data ou c'est pas forcément du chiffre, c'est une personne essentielle, tu vois, genre c'est une personne de plus que tu vas pouvoir onboarder ou à qui tu vas pouvoir de distiller de l'info ou que tu vas pouvoir ramener dans ton projet et qui va peut-être participer au futur de ton projet. Chaque personne qui rentre dans les possédés, très souvent ils nous remercient de l'accueil, et moi quand ils nous remercient de l'accueil, la première chose que je leur dis, et je le pense à 100% vu à quel point on est early, je lui dis en fait merci de déjà participer au futur des possédés sans le savoir. Tu vois, parce que pour moi une personne qui arrive c'est peut-être une personne qui va être un spacer en fait, c'est peut-être une personne qui va dire j'ai telle connaissance, moi j'aimerais bien en parler dans le space, et où je vais dire mais attends c'est ouf, on n'aurait pas pu apporter ça nous avec nos connaissances. Et donc chaque personne c'est une opportunité. On est early sur les NFT, tu viens de dire spacer, c'est tellement intéressant parce qu'on est aussi early sur Twitter, etc. C'est-à-dire que le youtubeur de demain il sera certainement spacer, vu ce que veut faire justement Elon Musk de Twitter. À mon avis, ça va exploser quoi. Ouais, je pense aussi. Bref, c'est un autre sujet. En tout cas, pour nous dans la commu Web 3, de toute façon, si tu enlèves Twitter, on se met où? Sur Telegram, sur YouTube, sur Insta. Il y a quand même des réseaux décentralisés qui se mettent en place, dont j'ai commencé à entendre parler. Je suis en train de les étudier un petit peu pour pas vous mentir, non pas parce que j'ai envie de me lancer dessus, mais parce que je trouve que c'est un use case super intéressant. Le truc sur lequel Vitalik est arrivé il y a pas longtemps. Alors honnêtement, j'ai plus les noms en tête. C'est pour ça que là presque je m'en veux d'en avoir parlé parce que je me dis, t'inquiète. J'avais les noms, je suis en train de les étudier. J'ai vu qu'il y a un réseau social décentralisé sur lequel est arrivé Vitalik il y a pas longtemps. Bah voilà, en tout cas je sais qu'il y a par exemple Sense qui fait ça, mais il y a plein d'autres. Il y en a plein, il y a Perl, je suis en train de les trouver là. Et alors il y a alternative à Instagram, c'est Perl App, PEARL.app. Alternative LinkedIn, Join Entry, Join comme Join et Entry ENTRE. Franchement t'as des alternatives surtout Twitter, t'as des alternatives Twitter, après c'est des trucs genre de niche, je sais pas trop combien il y a de gens derrière, tu vois, mais il faudrait qu'on fasse un deep dive sur ces trucs là parce qu'il y a des trucs spéciaux, je pense. Il y a les mêmes, tu sais, on avait parlé à un moment donné de comment ça s'appelle, Jack Dorsey qui est en train de monter un truc aussi de son côté. Et lui il est déjà dans le Web 5, mais bon c'est un sujet. On arrive à la fin de cette interview et pour dernière question, j'aimerais te demander, Noël arrive et ce moment fatidique où ta famille va te demander mais à quoi ça sert un NFT? Mais même ce soir en fait, parce que là il est avec sa famille. Même ce soir, il va aller dîner après. Famille, on va te demander mais du coup qu'est-ce que c'est que son truc? Qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà? Alors déjà qu'est-ce que tu conseilles avantage aux gens qui sont dans le Web 3 et qui vont devoir répondre à cette épineuse question pendant tout le repas? En fait, je pense que l'essentiel déjà, c'est le mot alternative. C'est-à-dire faire comprendre aux gens que le Web 3 c'est une alternative, c'est une façon différente de voir les choses, mais que ça va pas changer les choses de leur vie en fait, du quotidien. Et ils ont pas forcément besoin de le savoir. En revanche, le fait de savoir, ça peut éventuellement changer ta façon de vouloir build ou de vouloir
faire les choses, mais simplement leur expliquer que ça peut ne pas changer leur vie du tout, mais qu'en revanche ça peut faciliter beaucoup de choses. Et si je peux donner un conseil, et là-dessus n'importe quelle personne qui veut venir vers moi pour me demander, je répondrai avec grand plaisir, parce que c'est mes moments préférés pour le coup. Moi, les moments où je parle avec des gens qui comprennent pas, j'adore faire des conférences là-dessus, IRL, avec des gens de la famille, avec des amis, avec des entrepreneurs, etc. C'est simplement donner des use cases IRL, montrer à quel point ça pourrait changer une administration, montrer à quel point ça pourrait changer la notion de propriété réelle. Il y a aussi des réponses parfaites dans les cours de 65-29 avec Unique Metaverse sur toutes les questions de base du genre et si je fais un clic droit ou alors non, en réalité c'est pas l'image qui t'appartient mais c'est un token sur la blockchain qui pointe vers cette image. Et si tu réponds à la personne en lui disant oui mais enfin comment tu sais que tu es propriétaire de ton appartement, en fait tu as un papier qui pointe vers ton appartement. En fait tout est une question de croyance collective et si tu leur donnes des notions pratiques de la vie de tous les jours, bah en fait ils vont finir par se rendre compte que c'est juste une alternative et que c'est pas quelque chose de si obscur. C'était énorme ce cours. Il est magique. C'était trop bien. Ouais, il est court. Il était magique. Donc ouais, en fait, juste simplement le fait que c'est une alternative, que ça doit pas changer une vie, mais qu'en revanche ça peut peut-être changer des pratiques, faciliter des choses, et donc ouais, mettre en avant ces choses-là, tout en n'enlevant pas le fait qu'il y a sûrement aussi beaucoup de progrès à faire, que ce soit technologique ou que ce soit dans les communautés, parce qu'effectivement il y a aussi beaucoup de... Enfin quand on voit ce qui s'est passé avec FTX, même si pour moi c'est presque plus un problème Web 2 que Web 3, mais évidemment qu'il y a un effort à faire et évidemment qu'on doit dire qu'il y a des énormes soucis aussi, mais de la même façon il faut aussi toujours expliquer par le réel. Quand une personne comme Madoff est partie avec plusieurs milliards, on n'a pas dit c'est le système le problème, on a dit c'est Madoff. Donc quand c'est SBF, pourquoi ce serait la crypto le problème et pas juste SBF? Tu vois, toujours essayer de montrer les alternatives, toujours essayer de tempérer les choses, parce que je pense que c'est essentiel. C'est obscur, quand c'est obscur ça fait peur, et en fait donner cette notion d'alternative et donner ces rapprochements avec la vie de tous les jours, c'est ce qui permet en fait de lever le brouillard et de rendre ça plus rassurant, je pense. Ouais. J'aimerais bien faire une parenthèse sur un mot que t'as dit. IRL. Ouais. When on organise un truc IRL. Écoutez, moi je suis le mec le plus chaud du monde pour ça. Je vais pas vous mentir. J'ai envie d'organiser des events. J'ai envie d'organiser des events satellites. J'ai envie de... Voilà, pour moi, on peut pas enlever le fait que je fais toujours ce rapprochement avec Internet. Il y a des gens qui ont pas envie d'acheter sur vente privée parce qu'ils ont envie d'essayer quand même le vêtement. Ouais. Pour moi, c'est un peu la même chose. Il y a certaines personnes qui, pour comprendre, ont besoin de voir dans tes yeux que tu es vraiment convaincu de ce dont tu parles. Ils ont besoin de cette connexion un peu plus physique, de te voir, etc. Pas derrière une PFP. Et donc, évidemment que les events physiques ont leur rôle à jouer énorme. Et donc, avec grand plaisir pour discuter de tout ça et mettre des choses en place. Je pense qu'il y a des collectifs qui font déjà super bien les choses en France. Je pense que peut-être il y a des collectifs qui peuvent les faire de façon un peu plus native et dégène, peut-être. Donc, il y a la place pour tout le monde. Et au pire du pire, il y aura des synergies à trouver avec les collectifs qui sont déjà en place. Comme je vous l'ai dit, pour moi, l'arborescence est plus importante que la concurrence. Il y a encore tellement de millions de personnes qui vont arriver que pour l'instant, il n'y a pas de concurrence. En fait, il y a que du futur et des synergies à trouver ensemble. Donc je suis chaud, les gars. On a des DM dans tous les cas ensemble. Donc quoi qu'il arrive, on peut organiser ça avec grand plaisir. Ce n'est qu'un début, Frenchy. C'était un réel plaisir, je dirais même un réel bonheur de te recevoir chez nous, vu tout ce que tu nous as partagé. Ça devait durer une demi-heure, ça va durer un peu plus d'1 heure. On s'en fout, on va tout balancer. Les gens auront l'occasion de se délecter de cette discussion le temps d'un bon café, d'une bonne bière ou d'une succulente Volvic. Peu importe ce que vous jugez, je le conseille. L'important, c'est voilà, que vous preniez du plaisir à écouter nos échanges. Merci pour tout, pour ton humilité, d'être venu aussi rapidement chez nous. Ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Et puis, on a hâte de te retrouver dès que possible.
Eh ben, je vous remercie de m'avoir reçu et de m'avoir reçu aussi vite parce que on parle du fait que je sois venu vite, mais j'ai quand même, dès que j'ai écouté votre podcast, émis l'idée de venir dans votre podcast. Donc au final, c'est vous qui avez répondu aussi à la demande très très vite. Donc avec grand plaisir, et évidemment que moi aussi j'ai hâte de vous retrouver, que ce soit dans nos spaces, que ce soit dans votre podcast, que ce soit pour quelque chose qu'on fera ensemble, IRL ou en natif sur les réseaux. C'est quand vous voulez, et toutes ces opportunités, ce sera des très bonnes opportunités de pouvoir partager encore plus. Cool. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à toi. Salut. Bonne soirée, salut tout le monde. My dear, I'm